Alors bonjour à tous, effectivement je vais vous parler un peu des raisons pour lesquelles on est allé sur la Lune, mais pas que des raisons initiales, mais aussi un petit peu des raisons scientifiques finalement qui font qu'on continue à explorer le système solaire. Alors effectivement, est-ce qu'on est allé sur la Lune pour la science, comme semble le penser le professeur Tournesol? Alors la réponse c'est le capitaine Haddock qui nous la donne. Si vous croyez qu'on y est allé pour la science, alors là... Voilà. Donc en fait, on peut considérer que l'histoire commence avec cette lettre qui est en fait quand même seulement un moment dans le temps, mais j'aime beaucoup cette lettre. C'est une lettre qui est adressée par Kennedy à Lyndon Johnson le 20 avril 1961. Et il lui dit, est-ce qu'on a, le premier point, c'est très bref, hein, c'est très lapidaire, est-ce qu'on a une chance de battre les soviétiques en mettant un laboratoire dans l'espace, en faisant un tour autour de la Lune, ou en faisant atterrir une fusée sur la Lune, ou bien en mettant quelqu'un qui va faire le tour de la Lune et qui va revenir? Est-ce qu'il y a n'importe quel programme spatial qui va nous donner des résultats plus dramatiques et dans lequel on pourrait gagner? Combien ça coûterait? Alors j'aime beaucoup le point 3, là, Bruno, t'es parti? Il est parti, c'est parfait. Est-ce qu'on travaille 24 heures par jour sur les programmes qui existent? Et sinon, pourquoi? Et sinon, est-ce que vous pouvez me dire comment on peut faire pour accélérer un peu tout ça? Alors après, il y a une question sur le mode de propulsion. Et la dernière question reprend un peu pour moi le point 3. Est-ce qu'on fait le maximum d'efforts et est-ce qu'on obtient les résultats qu'il faut? Voilà. Donc comme ça, c'est dit. Donc c'est un petit peu la lettre de mission de Kennedy à Lyndon Johnson, qui était vraiment une des personnes qui a vraiment promu le programme spatial. C'est-à-dire pour ça que le centre spatial s'appelle le Lyndon Johnson Center. C'est vraiment parce que lui a vraiment poussé ce programme énormément. Alors, ce qu'il faut dire, donc là, on est le 20 avril 1961, et le 12 avril, le premier homme qui est allé dans l'espace, Yuri Gagarin, est allé dans l'espace. Et ça fait suite à un certain nombre de premières soviétiques, du programme spatial soviétique. Et le programme américain, ça ne s'est pas très bien passé jusqu'ici. Il y a quand même quelques fusées qui ont réussi, mais pour l'essentiel, ça a surtout été des flops. Les Américains sont relativement humiliés par rapport à ça. Et comme si ça ne suffisait pas, entre le 12 et le 20 avril, c'est le moment de la baie des Cochons, le fiasco de la baie des Cochons. Donc, vous savez qu'il y a eu une invasion manquée de Cuba par des ressortissants cubains, mais qui en fait étaient poussés par la CIA. Et ça s'est terminé vraiment par une humiliation profonde des États-Unis. Donc, il y avait vraiment l'idée qu'il fallait trouver quelque chose pour remonter un peu le moral des Américains et pour les entraîner dans quelque chose où ils allaient enfin pouvoir se rattraper un petit peu. Voilà. Alors, la réponse de Lyndon Johnson arrive, alors il y a une réponse intermédiaire, mais la réponse formelle arrive le 8 mai 1961, et pour ceux qui connaissent, on l'appelle souvent la réponse de Webb et McNamara. Webb, c'était l'administrateur de la NASA, et McNamara, le secrétaire d'État à la Défense, et ils ont vraiment beaucoup contribué à ça. Alors, je vais attirer votre attention sur quelques-uns des points. Ce qu'ils disent, vraiment, qui est vraiment l'idée fondamentale, ils disent c'est pas la peine d'envoyer des machines, ça fera jamais le même effet que si on envoie des hommes, et surtout si on fait atterrir des hommes. C'est l'homme et non pas les machines dans l'espace qui vont vraiment capturer l'imagination des hommes. Et il dit aussi dans ce même rapport, il dit de toute façon, même si les soviétiques arrivent les premiers, ce qui est possible, de toute façon, pour nous, il vaut mieux arriver les deuxièmes que pas y aller du tout, parce que sinon, on aura l'impression qu'on manque de vigueur nationale. Alors cette idée, en fait, elle a déjà été évoquée, ça fait longtemps qu'on en parle. Hein. Le Conseil national de sécurité d'Eisenhower, déjà en 1958, disait pour l'homme de la rue, pour l'homme ordinaire, c'est vraiment l'exploration avec des hommes qui va être la vraie conquête de l'espace. Aucune expérience sans hommes ne pourra se substituer à l'exploration avec des hommes d'un point de vue de son effet psychologique. Alors ils disent aussi quelque chose sur les soviétiques, parce que vraiment c'est ça, c'est vraiment la guerre froide qui est au centre de, au centre de ça. Ils disent que les soviétiques ont annoncé qu'ils allaient faire atterrir des hommes sur la Lune, que c'est un de leurs objectifs majeurs. Ils ont probablement commencé là-dessus il y a quelques années, ils ont donc de l'avance sur nous, ce qui n'est pas le cas. Et puis il ajoute, donc ça veut dire que si on commence ça, on a vraiment un handicap.
Et en plus, non seulement il va falloir qu'on annonce nos buts généraux, et c'est quelque chose que la NASA a fait tout au long de son histoire, de toujours afficher clairement à la fois les objectifs, les moyens, les résultats, et même les échecs. Et donc voilà, il va falloir qu'on affiche nos succès et nos échecs tout le long du chemin. Nos cartes seront face ouverte, on pourra voir nos cartes, alors que les soviétiques, eux, vont cacher les leurs. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, en fait, alors, non, pardon, parce que je vais partir sur le discours de Kennedy. Kennedy va aller chercher des sous, parce que, évidemment, pour faire un programme comme ça, il y a vraiment besoin de beaucoup d'argent. Une chose qu'il faut comprendre, c'est que le discours de Kennedy, dont je vais passer un petit extrait que beaucoup d'entre vous ont vu, c'était quelque chose d'exceptionnel, parce que normalement, le président ne se présentait pas devant les deux chambres du Congrès réunies. Il le faisait au moment de son investiture, et puis il le faisait une fois par an pour le discours sur l'état de l'Union. Et Kennedy, au moment où ça se passe, ça fait que quelques mois qu'il est président, il est déjà allé 2 fois devant la Chambre, et normalement, il aurait dû donner son discours à lire. Et puis finalement, il va décider d'aller lui-même, et ce discours que je vais vous montrer, donc je vais vous montrer que la partie sur l'espace, mais en fait, il faut comprendre, c'est un discours qui est vraiment sur la guerre froide. Le discours va durer 46 minutes, et c'est seulement au bout d'une demi-heure qu'il va commencer à parler de l'espace, qui est évidemment l'objectif le plus important. Et dans ce discours qui précède, il va proposer 21 points pour donner le pion aux soviétiques. Alors voilà un extrait de ce discours où il va demander de l'argent. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. I believe we should go to the moon, but I think every citizen of this country, as well as the members of the Congress, should consider the matter carefully in making their judgment, to which we've given attention over many weeks and months, because it is a heavy burden, and there is no sense in agreeing or desiring that the United States take an affirmative position in outer space unless we are prepared to do the work and bear the burdens to make it successful. Alors vous voyez qu'il y a un appel à l'ensemble de la population américaine, et ça c'est vraiment important, ne serait-ce que parce que le programme va coûter très cher et qu'il sait très bien que dans la durée de son mandat, on va souvent lui demander pourquoi vous avez dépensé autant d'argent. D'ailleurs, il y a eu des remarques assez désagréables du genre, alors c'est un sénateur ou quelqu'un comme ça qui a dit bientôt le déficit de Kennedy va atteindre la Lune lui-même. Avant nous. Et puis aussi, ce qu'il va dire aussi dans ce discours, c'est que on ne peut pas aller à la Lune à moitié, aller sur la Lune à moitié. On peut faire une autoroute si on fait que 500 km des 1000 km d'autoroute qu'on a prévu. On utilise déjà ces 500 km. Si vous commencez un programme spatial et que vous vous arrêtez à mi-chemin, que vous n'êtes pas allé sur la Lune, ben ça ne sert à rien. C'est de l'argent, en tout cas au niveau de ce bénéfice-là, c'est de l'argent qui est pratiquement perdu. Voilà. Donc, de fait, il va obtenir énormément d'argent du Congrès. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment où Kennedy prononce ce discours, la NASA n'a que quelques années, et l'argent qu'ils consacrent à leur programme spatial, c'est $1 million par an. Dans le cours du programme Apollo, au plus fort du programme Apollo, dans les années, au milieu, là, 65, 66, ça va être aussi $1 million, mais toutes les 3 heures. Vous voyez, ça fait quand même énormément d'argent. Ça va être le projet le plus coûteux, le projet civil le plus coûteux, mis à part la mise en place justement des autoroutes, avec le fait que les autoroutes, ça s'est étendu sur beaucoup plus de temps. Cela dit, ça reste quand même 6 fois moins cher que la guerre du Vietnam, qui s'est déroulée à peu près sur la même décennie. Je note aussi que le président Trump, il faut que tout le monde parle de Trump, il me semble, dans ses conférences. Le président Trump a aussi dit qu'on allait retourner sur la Lune. Et c'est pareil, il va falloir qu'il obtienne du Congrès des budgets à peu près équivalents si on veut retourner sur la Lune, et encore plus si on veut pouvoir aller sur Mars. Une fois que ça s'est lancé, et on considère un peu que c'est ce discours au Congrès qui fait date pour le lancement du programme Apollo,
Kennedy va prononcer un discours au Texas dans lequel il va expliquer finalement à l'opinion publique pourquoi vraiment, alors qu'il va vraiment être centré sur l'espace, il va expliquer un peu à l'opinion publique pourquoi vraiment pourquoi est-ce qu'on va aller dans l'espace, pourquoi on veut aller sur la Lune. Et ce discours est prononcé à l'université de Rice au Texas parce que c'est l'endroit qui a donné la Terre, l'université a donné de ses terrains pour pouvoir construire pouvoir construire le centre des vols habités. Ce qu'il explique, c'est qu'il y a plus de scientifiques à l'heure actuelle dans le monde qu'il y en a eu au cours de toute l'histoire de l'humanité. Et malgré tout, il reste vraiment énormément de choses qu'on ne comprend pas, des questions auxquelles on n'a pas répondu et des tas de choses qui ne sont pas finies. Et donc c'est pour ça qu'on va partir. Il dit, nous allons naviguer sur cette nouvelle mer parce qu'il y a de nouvelles connaissances à acquérir, de nouveaux droits à obtenir et qu'il faut les gagner et qu'il faut utiliser ça pour le progrès de toute l'humanité. Et avec ce discours, il va finalement transformer cet objectif, qui est un objectif de la guerre froide, en une espèce d'aventure, une nouvelle découverte de l'homme, un petit peu comme quand on a découvert les pôles et ce genre de choses. Et alors là, je vais vous passer encore un petit extrait de ce discours. C'est pareil, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, mais je trouve qu'il est tellement extraordinaire, ce discours, et la manière dont Kennedy le délivre, que ça vaut quand même la peine de le dire. Some say the moon. Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. À l'heure actuelle, s'exprimer de cette manière-là et vouloir donner autant d'élan, bon, c'est vraiment une époque, c'est inscrit dans une époque. Et on a ici le discours, donc un petit bout du discours que je vous ai fait écouter, qui est annoté de la main de Kennedy. Et alors, il souligne les mots « easy »,« hard »,« one we intend to win ». Et puis, il a rajouté aussi ce « Why does Rice play Texas ?» En fait, la question, c'est pourquoi l'université de Rice, au football américain, se bat contre l'université du Texas, qui est beaucoup plus forte et qui gagne pratiquement à chaque fois. Et c'est ça qui déclenche les applaudissements. En fait, les applaudissements, ils arrivent pendant « We choose to go to the moon », mais en fait, c'est ça qui déclenche les applaudissements de toute l'assistance. Voilà. Et puis ensuite, il va terminer en comparant donc l'espace à une nouvelle aventure. Et il parle de l'explorateur anglais George Mallory. Et quand on lui a parlé de pourquoi il était allé sur le mont Everest, il a répondu, il dit, j'ai voulu monter sur l'Everest parce que c'est là, et l'espace est là, on va y grimper, la Lune et les planètes sont là, et il y a de nouveaux espoirs pour des connaissances et pour la paix, et c'est pour ça qu'on va demander la bénédiction de Dieu pour aller dans ce voyage le plus périlleux et le plus dangereux dans lequel l'homme s'est jamais embarqué. Voilà. Et alors, je voulais vraiment insister là-dessus parce que pour moi, ce qui est vraiment clair, c'est que ce qui est important là-dedans, c'est de conquérir à la fois l'opinion du peuple américain, mais aussi l'imagination des hommes en général. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les pays se sont rangés un petit peu en deux clans. Hein. Il y a les pays, évidemment, il y a les pays soviétiques et ceux qui suivent un peu l'image des soviétiques, communistes, pardon. Et puis il y a les pays capitalistes. Et finalement, dans cette bagarre, il s'agit de savoir quel est le système, du système capitaliste ou du système communiste, qui est vraiment le meilleur et le plus efficace. Et il va s'appuyer sur le fait que l'espace, c'est quelque chose qui est fascinant, et bien entendu, on s'appuie en particulier sur le fait que Jules Verne a conquis l'imagination des hommes. On a vu ça dans de magnifiques conférences, en particulier celle de Roland hier.
Alors parlons un tout petit peu de Jules Verne. Et de ce qui a vraiment fait la fondation donc, imaginative de ce voyage sur la Lune. Je trouve que c'est assez intéressant parce que Jules Verne, au moment où il a écrit son livre, en 1865, parmi les critiques qu'il a eues, c'est de toute façon, ça ne sert à rien, c'est inutile, puisque de toute façon, c'est impossible. Pourtant, Jules Verne s'était vraiment bien renseigné. Roland est rentré beaucoup là-dedans hier. Et en particulier, il a vu un certain nombre de choses, comme le fait que ça va être une fusée à plusieurs étages qui va aller sur la Lune, dont seul le premier étage va atteindre la Lune et revenir ensuite. Sur le fait qu'on va finir le voyage par un amérissage, et j'aime bien comparer cette gravure du livre de Jules Verne avec le retour d'Apollo 17, et vous voyez que ça se présente à peu près de la même manière. Roland a souligné aussi que Jules Verne avait fait partir le vaisseau spatial depuis la Floride, et ce n'est pas un hasard en fait, parce qu'effectivement Jules Verne savait qu'il fallait être plus près de l'équateur pour se donner de la vitesse, c'est ce que Roland a expliqué, mais Jules Verne avait aussi compris que les Américains c'était un peuple nouveau et entreprenant, et que ce seraient probablement eux qui seraient les premiers à aller sur la Lune. Et c'est ce que dit Agnès Marcetto, qui est la conservatrice du musée Jules Verne à Nantes. Elle dit « Jules Verne croit à la force de l'art pour dire les rêves de l'humanité ». Et tous les hommes qui sont allés sur la Lune, tous les cosmonautes, et en particulier Yuri Gagarin, vont faire référence à Jules Verne, et en particulier donc Gagarin, dans l'article de Paris Match, dans son interview, il va dire « Moi, le petit métallo qui était le premier homme dans l'espace, c'est parce que j'ai lu Jules Verne ». Et les astronautes aussi vont faire référence aussi à Jules Verne. Cela dit, il ne faudrait pas penser que tout le monde est d'accord pour aller sur la Lune. Ceux qui ont vu le film First Man ont vu qu'il y a eu énormément de protestations de la part du peuple américain, et en particulier des Noirs américains, qui ont organisé la veille du départ de la fusée Apollo une grande manifestation dans laquelle il y avait cette chanson qui est dans le film « Je ne peux pas payer les notes de mon médecin, mais il y a l'homme blanc sur la Lune ». Dans 10 ans, je serai encore en train de payer les notes de mon médecin, ce que j'ai eu aujourd'hui, mais l'homme blanc va sur la Lune. Et même dans le monde artistique, même si Jules Verne s'est montré vraiment en faveur de ça, et même si beaucoup de personnalités ont pris, fait et cause en cette faveur, là vous allez entendre un petit extrait d'un texte de Salvatore Dali, dit par lui-même, et que je trouve assez remarquable. Tous les gens qui continuent à mourir et à crever, c'est à cause et uniquement la faute de M. Jules Verne, que c'est le plus grand représentatif de ce que j'appelle les crétins mous, parce qu'il a embarqué l'humanité dans tous ces enfantillages de conquérir l'espace, ça coûte très cher. Et si tout cet argent, au lieu d'aller à la Lune, on mettait tous les microscopes électroniques à regarder les structures moléculaires de l'acide des oxyribonucléiques, il se peut que déjà aucun de nous serait capable de mourir. Maintenant, tout le monde continue à mourir comme des vrais crétins. Voilà, je trouve que c'est assez splendide. Et il résume très bien les arguments qu'on entend toujours, l'espace, ça coûte très cher. En réalité, de telles remarques, maintenant, on sait bien que ça ignore vraiment les retombées de la conquête spatiale qui sont extrêmement importantes en termes de progrès technologiques et d'amélioration des conditions de vie. Bon, évidemment, on pense au développement des télécommunications, des satellites, les GPS qu'on utilise de manière quotidienne pour la plupart d'entre nous, évidemment, sont des retombées du programme spatial. Et plus spécifiquement, le programme Apollo, il y a eu un apport d'argent et un apport de travail absolument considérable, et en particulier le développement fulgurant des circuits intégrés. Ça se serait développé, mais beaucoup plus lentement, tandis que là, il y a eu une énorme demande et une demande de fiabilité, donc ce qui fait qu'il y a eu beaucoup d'argent qui est arrivé sur ce marché, et puis le développement des ordinateurs qui calculent en temps réel. Ce qu'on dit à l'heure actuelle, c'est que pour $1, alors je ne sais pas du tout comment ces chiffres sont calculés, mais ce qu'on dit, c'est que pour $1 investi dans le programme Apollo, entre 1970 et 2000, il y a eu à peu près $27 de retombées économiques. Voilà.
Je ne sais pas ce que veut dire, je ne sais pas du tout comment on calcule ce genre de choses et le sens, quelque chose comme ça, mais ce qui est clair, c'est que si les programmes spatiaux ont coûté énormément d'argent, les développements technologiques qui ont suivi et le travail que ça a créé, parce qu'il faut voir qu'il y avait, au plus fort du programme Apollo, il y avait 400 000 personnes qui travaillaient soit directement pour la NASA, soit plutôt pour des boîtes avec lesquelles la NASA était en contrat. Voilà. Donc maintenant, je vais parler plus, je vais aborder plus la partie scientifique et celle qui fait qu'on continue à aller dans l'espace, puisque le problème n'est plus vraiment à la guerre froide. Donc revenir un petit peu sur ce qu'on savait au moment où on est allé sur la Lune. Alors, au moment où le programme Apollo se décide, il y avait eu évidemment les Russes qui avaient envoyé le premier satellite Sputnik dans l'espace en 1957, puis il y avait toute une série de premières soviétiques qui avaient été faites, la première chienne dans l'espace, les premiers êtres vivants qui redescendent, la première femme dans l'espace, c'était un petit peu plus tard, mais les soviétiques ont toujours un peu battu les Américains au poteau sur un certain nombre de choses. Mais les Américains, je vous l'ai dit, ils dépensent à peu près 1 million par an pour leur programme spatial. Ils ont aussi un programme spatial, et en particulier, ils ont envoyé cette sonde Pioneer 4 en 1959, qui devait aller sur la Lune, qui a juste raté un peu la cible, qui est passé au-delà et qui n'est revenu qui a raté la Lune, mais qui est quand même revenu après. Donc, qu'est-ce qu'on savait donc, de la Lune, vraiment? Alors, maintenant, on va parler vraiment des enjeux scientifiques, au moment où démarrent les programmes Luna et Apollo. Alors déjà, on avait des photos de la Lune, évidemment, on avait une espèce de carte de la Lune, mais pour aller dans un nouveau pays comme ça, il est nécessaire d'avoir des cartes vraiment précises. Donc on va se lancer dans la réalisation d'un atlas photographique de la Lune, auquel vont contribuer un certain nombre de pays, y compris la France. Là, c'est ce qu'on appelle un grand coudé, qui était à l'Observatoire de Paris, et à partir duquel on va pouvoir faire des photos qui vont servir à reconstituer cette carte de la Lune. Alors ça donne plutôt ça, en fait. Et là, on a des détails de cet atlas photographique, aussi on a des cartes. Et puis, un scientifique qui s'appelle Gerhard Kuiper, et que vous connaissez sous le nom de la ceinture de Kuiper, c'est le même, va dire, oui, mais c'est bien, mais quand les astronautes vont arriver, ils ne vont pas pouvoir se repérer avec des cartes comme ça qui sont à plat. Il faut projeter ces cartes sur un globe, et pour pouvoir avoir les cartes reconstituées telles que les astronautes vont pouvoir le voir. Alors, son étudiant, là, qui fait les photos, qui projette sur un globe, c'est Bill Hartmann, et comme il va intervenir après dans cette histoire, et qu'il a raconté que c'était au moment où il faisait ce travail qu'il avait eu des idées qui sont sorties après, dont je parlerai après, c'est pour ça que je voulais vous montrer cette photo. Et donc la Lune recourbée, et non pas redressée, ça donne ça. Évidemment, on n'avait rien, on n'avait aucune idée sur la face cachée, mais évidemment, avant vraiment que les missions Apollo, la mission Apollo, les hommes aillent sur la Lune, on a eu bien sûr des photos de la face cachée. On ne savait pas non plus du tout de quoi était constitué le sol de la Lune, et les gens se posaient beaucoup de questions, savoir si les vaisseaux n'allaient pas s'enfoncer tout bêtement dans le sol, quelle était l'épaisseur. On avait une idée par les études de polarimétrie, donc la lumière de la Lune, la lumière du Soleil réfléchie par la Lune, dont on regarde les degrés de polarisation, on avait une idée que la surface de la Lune était poudreuse. En particulier, c'était les travaux de Audouin-Dollfus en France. Donc on savait que la surface de la Lune était poudreuse, mais jusqu'à quelle profondeur, ça on n'en avait aucune idée. Donc Kuiper, là, c'est lui cette fois-ci, va dire que probablement c'est pas si épais que ça, mais on ne sait pas. Les réponses vont venir quand même avant que les astronautes n'aillent sur la Lune, en particulier avec les premières missions Surveyor et les missions Luna, qui permettent de savoir que probablement on peut aller marcher sur la Lune sans que ça cause de problèmes majeurs. Un des enjeux vraiment du débat le plus important, c'est savoir quelle est l'origine des cratères lunaires. Alors ici, on a une vision fantaisiste de la Lune. En fait, voilà, c'est les cratères volcaniques de la Lune avec les petits sélénites qui sont en train de voler autour. Alors là, il ne s'agit pas d'une vision réaliste. En fait, il s'agit d'un canular qui a été publié en 1835. Mais bon, c'était faux. Mais néanmoins, l'idée que les dépressions circulaires qu'on voit sur la Lune se sont liées à des volcans, c'était l'idée prédominante. Ça a été l'idée de Galilée quand il a mis son télescope sur la Lune au départ. C'était ce qui lui paraissait être le plus logique. Et puis, des personnes comme le physicien Biot, qui est celui qui a vraiment montré que les météorites, c'était des objets qui
qui tombaient effectivement du ciel en 1803, Biot va proposer que ces roches aient été éjectées par des volcans de la Lune. Et alors on a tout un tas de représentations qui montrent que les volcans lunaires, comment fonctionnent les volcans lunaires. Alors là, on a un livre qui paraît en 1874, qui s'appelle La Lune, et ils ont fait des représentations, alors ça c'est des modèles en plâtre, hein, très très précis de ce qu'on voit sur la Lune, pour essayer de comprendre quelle est la morphologie exacte des cratères lunaires, et puis il y a un modèle pour expliquer comment ça se forme, et ils attribuent le piton central à un cône de cendres qui retombe, qui sont émis par les volcans. Donc ça c'est c'est une hypothèse vraiment importante sur les cratères de la Lune. Mais en parallèle, il y a des gens qui pensent que les cratères lunaires sont liés à des collisions ou à des explosions. Et c'est Robert Hooke, qui est un des premiers, c'est un académicien anglais, qui est un des premiers à avoir utilisé le microscope, va proposer ça. Et puis, c'est une hypothèse qui va exister en parallèle. Et en particulier, donc, il y a ce livre qui s'appelle aussi La Lune, qui est sorti 1 an avant l'autre, qui va le faire un petit peu oublier, qui est rédigé par quelqu'un qui s'appelle Proctor. Et Proctor, il pense que les planètes se forment comme ça, par collisions successives, et que ce sont les cicatrices de ça. Alors bien entendu, on sait bien que c'est comme ça que ça se passe, et c'est le processus qu'on appelle l'accrétion, mais à l'époque, on ne connaît pas du tout tous ces processus. Et Gilbert, qui était un géologue, va favoriser ça, mais il n'arrive pas à comprendre quelle est la source de ces explosions, pourquoi il y a ces cavités majeures. Donc c'est pour ça que les choses sont un petit peu coincées. Et puis il va y avoir une étude aussi un petit peu morphologique de quelqu'un qui s'appelle Baldwin, qui va publier un livre, et lui aussi va faire des représentations très précises des cratères lunaires. Il va représenter aussi des volcans, il va montrer que la morphologie elle est extrêmement différente. Donc lui, il établit vraiment que probablement les cratères sont d'origine par impact. Et cette controverse, elle va continuer à exister, elle va continuer même dans les années 60. Ici, on a un dessin fait par un astronome, Fielder, qui propose que ce sont des zones de subsidence, c'est-à-dire des affaissements géologiques qui donnent lieu à ces cercles concentriques. Et c'est assez amusant parce que ce n'est pas totalement vrai, mais c'est plutôt les astronomes qui pensent qu'il s'agit d'un phénomène interne, c'est-à-dire lié au volcan, lié à la tectonique interne, tandis que les géologues, qui ne voient pas comment ça peut se produire, eux pensent que c'est une cause externe, c'est-à-dire une planète une collision avec un fragment de planète. Et cette controverse sur l'origine des cratères lunaires, elle va faire un petit peu écho à la controverse sur l'origine des cratères sur la Terre, et en particulier le premier cratère, le premier cratère découvert sur la Terre, qui n'est autre que le météore cratère, et qui a été proposé comme un cratère d'origine météoritique par Gilbert, le géologue dont on parlait tout à l'heure. Mais Gilbert est venu étudier l'endroit, il ne voit pas la cause de cette explosion, donc il rejette l'idée qu'il s'agit d'un cratère d'origine météoritique, et il va se battre, entre guillemets, avec le géologue Daniel Morrow-Barringer, qui va acheter la zone, qui va essayer de démontrer qu'il s'agit d'un impact, qui va trouver des morceaux de météorites et qui va creuser pendant toute sa vie pour essayer de trouver le caillou qui est au fond, parce qu'évidemment, à ce moment-là, on ne comprend pas qu'au moment de la formation d'un cratère, il y a une libération d'énergie absolument fantastique, et que cette libération d'énergie, qui est l'énergie cinétique du bolide massif, va souffler les roches sur une cavité qui va être 20 fois plus grande que la taille du cratère. Et donc, évidemment, l'objet qui est incident, lui, il est détruit lors de ce processus. Donc ça, Barringer ne le sait pas encore. Et la personne qui va vraiment clarifier ça, qui va être le premier à vraiment clarifier ça, c'est Gene Shoemaker. Quand on parle de la comète Shoemaker-Levy, elle a été découverte en fait par son épouse, et lui était impliqué dans le travail. Lui était vraiment spécialiste, était vraiment un géologue spécialiste des planètes. Et donc lui va faire sa thèse sur le météore cratère, et il va comparer les roches du météore cratère aux roches qu'on trouve au voisinage d'explosions atomiques. Il va voir qu'on a des quartz qui ont été modifiés par une très haute pression, qui ont des formes minérales qui sont différentes. Et à ce moment-là, il va proposer que ces cratères sont formés de manière très rapide et très brutale et sont liés à des explosions. Alors, Gene Shoemaker, il est intervenu dans toute cette histoire, et en réalité, il aurait dû être le premier géologue à aller sur la Lune, et on le voit là dans le scaphandre, qui était une préparation des missions lunaires. Simplement, on a découvert
qu'il avait une maladie rare, une maladie rénale, et donc il ne pouvait pas partir. Donc après, il s'est concentré au météore-cratère sur la formation des astronautes, et on le voit là en train de discuter, de montrer les terrains des astronautes pour leur expliquer comment faire. Il est mort en Australie en allant sur un cratère avec son épouse. Il est mort dans un accident de voiture. Ça a vraiment choqué tout le monde. Et en fait, ses cendres ont été envoyées dans l'espace, donc il a quand même fini par y aller. Alors, cette controverse donc, sur les origines des cratères, on avait quand même vraiment dans l'idée qu'il s'agissait probablement de cratères d'impact, mais les choses n'étaient pas réglées, puisque je vous ai montré l'hypothèse de l'astronome date de 1965. Au moment où on va sur la Lune, la question n'est pas encore réglée de manière définitive. Elle va l'être, bien sûr, quand on va voir les échantillons. Qu'est-ce qu'on savait aussi de l'origine de la Lune? Pierre en a parlé hier au café scientifique. On avait 3 hypothèses pour l'origine de la Lune. On pensait que c'était un morceau de la Terre qui s'était séparé parce que la Terre tournait trop vite sur elle-même, ou bien qu'il s'agissait d'un objet qui avait été capturé, ou bien que les 2 corps s'étaient accrétés, formés de manière simultanée. Bien sûr, ce sont des choses sur lesquelles on va pouvoir avoir des réponses grâce aux échantillons. Voilà, donc on est parti sur la Lune depuis la Terre. Hein, là, les deux sont à l'échelle. Je trouve que c'est amusant et à l'échelle de distance pour le coup. Alors la première chose évidemment qu'ont vu les hommes qui sont partis depuis la Terre pour aller voir la Lune, c'est qu'ils se sont retournés et qu'ils ont vu la Terre depuis la photo Apollo. Et donc ça, c'est une photo qui a été prise par Bill Anders le 21 décembre 1968. Et puis ils ont vu ce magnifique lever de Terre vu depuis la Lune, ce qui a permis à l'astronaute Eugène Cerdan de dire « on est parti explorer la Lune et en fait, on a découvert la Terre ». C'est vrai, hein, ça a vraiment beaucoup influencé notre vision de notre planète et de notre espèce et des autres espèces vivantes sur cette espèce de vaisseau Terre qui se déplace dans l'espace. Mais on a aussi compris beaucoup de choses sur la Lune. Alors ça, c'est la première vision humaine, la première photo faite par un homme qui voyait en même temps la face cachée de la Lune, et c'est une photo qui date aussi de cette première mission Apollo 8. At the foot of the ladder, the limb footbeds are only depressed in the surface about 1 or 2 inches, although the surface appears to be very, very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. I'm going to step off the limb now. It's 1 small step for man, 1 giant leap for mankind. Ce qui peut faire... You do have to be rather careful to keep track of where your center of mass is. Sometimes it takes about 2 or 3 paces to make sure that you've got your feet underneath you. And about 2 or 3 or maybe 4 easy paces can bring you to a fairly smooth stop. Direction. Like a football player, you just have to put out to the side and cut a little bit. So-called kangaroo hop does work, but it seems your forward stability is not quite as good as it is in the more conventional one foot after another. Voilà, donc l'homme a marché sur la Lune, voilà. J'aime bien cette photo, je la trouve vraiment sympa, elle est vraiment prise sur le vif. Voilà.
Et puis donc voilà cette fameuse trace qui n'est évidemment pas la trace du premier pas sur la Lune. Au moment où Armstrong a fait son premier pas sur la Lune, il avait vraiment autre chose à faire. Mais ce qui est intéressant dans cette photo, bon là elle est très pixelisée, mais ce qui est vraiment intéressant dans cette photo, c'est qu'on voit bien à quel point le matériau est ultra fin. On voit peut-être mieux sur cette photo-là, toutes les traces qui marquent comme ça. C'est comme si on se déplaçait dans du talc, en fait, vraiment. C'est d'une finesse extraordinaire. C'est ce qu'on appelle le jardinage cosmique, tous les objets qui tombent à la surface de la Lune et qui concassent, y reconcassent les objets. Alors, qu'est-ce qu'on savait de la géologie de la Lune? Donc, pas grand-chose. Ah, tiens, je suis allée en arrière, voilà. Alors, ici, évidemment, c'est des photos beaucoup plus récentes, mais ce qu'on savait quand même à l'époque, c'est qu'il y avait des terrains sombres, qui avaient l'air relativement plats, et puis des terrains plus blancs, avec beaucoup de ces cavités, ça on avait quand même remarqué ça, et d'ailleurs, Gene Shoemaker lui-même avait proposé que les terrains qui avaient beaucoup de cavités, c'était ceux qui étaient plus vieux, qui étaient plus exposés, et qu'on allait pouvoir utiliser ça pour faire de la chronologie de la Lune. Donc qu'est-ce qu'on savait? On savait donc qu'il y avait ces mers et qu'il y avait ces terrains plus escarpés. Et donc les premières missions sont posées d'abord sur ces mers parce que c'était des endroits qui étaient plus plats. Et puis les missions suivantes se sont posées plutôt sur des zones qui étaient parmi ces zones blanches qui étaient plus en hauteur. Et voilà, qu'on appelle les Highlands, ou à la limite entre les deux. Alors, les astronautes ont tout de suite rapporté des roches lunaires, et voilà les principales roches lunaires qu'ils ont rapportées. Ils ont rapporté des sables. Alors, je n'ai pas réussi à trouver des photos, à part la photo de la trace de pas qu'on voyait tout à l'heure, où on voyait ce sable vraiment et dans toute sa finesse, parce qu'on a là, c'est des grains qui sont triés. Hein, un petit carreau, ça fait 2 mm, donc on a là des grains de sable, mais qui ont été extraits du sable. On a des roches sombres, qui sont la grande majorité des roches que les astronautes ont trouvées, surtout lors de leur premier voyage, mais ils ont ramassé aussi ce sable. On voit là en fait une roche qui ressemble tout à fait aux roches basaltiques sombres qu'on trouve à la surface de la Terre, qui font par exemple les trappes du Décan dont on a entendu parler hier par Sylvain. Mais ils ont trouvé aussi des roches qui sont faites de l'assemblage de fragments d'autres roches qui ont été concassés, qui sont anguleux, et puis ces roches blanches. Alors autant ces roches-là, on s'attendait un peu à les trouver, ces deux roches-là ont vraiment surpris les astronautes. Celle-ci, parce que ça montre qu'il y a des roches qui sont faites de l'accumulation d'autres fragments de roches qui ont été cassés et reconcassés. Donc ça montrait qu'il s'agissait de roches d'impact. Mais c'est surtout le problème, c'est comment on fabrique ces roches blanches qui sont faites de manière dominante d'un minéral qu'on appelle l'anorthite, qui est clair, qu'on peut voir dans certains basaltes. En fait, ce silicate, il est assez léger et la manière de le séparer des autres minéraux des roches, c'est de le faire flotter dans un magma. Et ça, le fait d'avoir découvert ces roches qui font en fait les Highlands clairs de la Lune, ça a mené à cette vision de la géologie de la Lune, à l'idée qu'à un moment après sa formation, toute la surface de la Lune sur une très grande profondeur était fondue. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de l'océan magmatique. Et puis après, les minéraux les plus denses, qui sont riches en fer et en magnésium, ont cristallisé et se sont sédimentés vers la base de cet océan pour donner un cumulat d'olivine et de pyroxène qui va ressembler au manteau de la Terre. Et puis ces roches plus riches en calcium et en sodium et en aluminium vont se flotter, voilà, pour faire ces roches blanches qu'on trouve ici. Et donc, pour pouvoir obtenir ce genre de structure, il faut avoir eu cet océan magmatique. Et puis, par la suite, il y a eu la formation de cavités, de cratères, c'est ce qu'on appelle les mers, dans lesquelles ont pu venir se mettre en place les produits de la fusion profonde du manteau qui vont donner naissance à ces basaltes. Donc ça nous a donné, mais ça c'est quelque chose qu'on a compris pratiquement dès le départ, dès qu'on a vu les premiers échantillons lunaires, les deux types de roches vraiment principales qui sont à la surface de la Lune. Il y a les basaltes qui occupent les fonds de ces cavités, ce qu'on appelait les mers, donc qui sont le produit de la fusion partielle de ce manteau qui a été formé après la formation de l'océan magmatique. Et puis les roches des Highlands, ce sont ces roches claires qui sont ici. Et donc voilà, ça oblige à cette hypothèse d'océan magmatique. Évidemment, ça a amené aussi cette question, savoir si est-ce que sur la Terre, il y a eu de la même manière un océan magmatique qui s'est formé.
Et puis, la chose aussi qui a été vraiment extrêmement importante, qu'on a compris en allant sur la Lune, c'est qu'on a des impacts qui dominent le paysage absolument à toutes les échelles. Là, vous voyez que vous avez des impacts à l'intérieur d'un impact, qui est lui-même à l'intérieur d'un impact. On voit qu'on a des phénomènes successifs d'impact, et on voit qu'on a des cratères d'impact absolument à toutes les tailles, parce que là, on a des objets qui font des centaines de kilomètres. Ici, on a l'échelle, et puis on voit qu'il y a des cratères plus petits à l'intérieur. Et donc on a toutes ces roches dont on comprend qu'elles ont été formées par impact. Et puis même, si on regarde ce sable lunaire, on voit à l'intérieur des petites sphérules. Là, on ne la voit pas très bien, c'est pour ça que je l'ai entourée. Et la sphérules elle-même, qui est finalement une petite goutte de liquide au moment d'un petit impact qui a volé comme ça et qui s'est refroidi, qui s'est mis en boule au moment de sa fusion. C'est ce qu'on appelle les tectites sur la Terre. Mais même si on regarde cette petite sphérule de près, elle-même a été concassée. Donc on voit vraiment que ce phénomène se produit absolument à toutes les échelles. Alors ces cratères d'impact vont pouvoir nous servir de chronomètre, parce qu'on comprend bien que plus on est exposé longtemps à l'espace, plus on va avoir d'impact. Et donc un terrain comme ça qui est plus cratérisé va être plus jeune qu'un terrain comme ça qui en a moins. C'est plus net encore sur cette photo-ci. Là, on voit qu'on a un peu comme une crème là, qui a un peu bullé. Et on voit qu'ici, on a beaucoup plus de cratères, et qu'on a aussi des cratères plus gros. Et on va pouvoir faire une échelle des terrains avec ceux qui sont les plus anciens, qui sont les plus cratérisés, et ceux qui vont être les plus récents, qui vont l'être moins. Donc on va pouvoir se faire une échelle comme ça. En fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une relation entre le nombre de cratères par kilomètre carré et le diamètre de ces cratères. C'est-à-dire, plus un terrain est ancien, plus il va avoir de cratères, plus on va remonter comme ça, et plus on va trouver de gros cratères en proportion, donc on va se déplacer comme ça. Et puis quand un terrain est plutôt plus récent, il va avoir moins de cratères et moins de gros cratères. Et donc on a, grâce à ça, une échelle relative en fait, des âges des terrains sur la Lune. Ce qu'on représente dans ce tableau-là, en fonction du nombre de cratères, de leur densité, on va définir des périodes, et ça correspond au nom des cratères que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on va avoir des périodes, mais on n'est pas capable pour le moment de caler ces périodes de manière absolue. On va pouvoir appliquer ça à la géologie de Mars et dire que cette zone qui a peu de cratères va être un terrain plus jeune que cette zone qui va avoir beaucoup de cratères. Donc on va pouvoir dire, par exemple, quand on regarde la géologie de la planète Mars, que les terrains de l'hémisphère sud de la planète Mars sont plus anciens puisqu'ils sont bourrés de cratères par rapport à ceux de l'hémisphère nord. Et on va définir de la même manière des échelles stratigraphiques qui vont nous permettre d'aborder la géologie de la planète Mars. Ensuite, les cosmonautes ont mis en place des sismomètres sur la Lune. Ils ont mis aussi en place un réflecteur pour pouvoir mesurer la distance Terre-Lune. On y a fait allusion hier. Et ces sismomètres vont leur avoir permis de mettre en évidence le fait que le volume du noyau de la Lune est extrêmement petit. Il fait à peu près 1% du volume de la planète, ce qui est extrêmement petit par rapport à la Terre, parce que le volume du noyau de la Terre, c'est à peu près 15% du volume de la Terre. Alors, le fait de savoir que le noyau de la Lune, il est extrêmement petit, que les roches de la Lune qu'on va analyser contiennent peu d'éléments volatiles, qu'elles sont enrichies en éléments peu volatiles par comparaison avec les roches terrestres, qu'il y a eu un océan magmatique au départ. C'est ça qui va amener Bill Hartmann, la personne qui faisait les photos sur la Lune en rond tout à l'heure, à proposer l'hypothèse que la Lune s'est formée non pas dans une de ces trois configurations qu'on avait envisagées avant, mais dans un impact géant. Alors il se trouve que Bill Hartmann, il est astronome, mais il est aussi peintre amateur, et donc il a fait une première représentation de ce qu'a pu être la collision de ce corps de la taille de Mars, auquel il a ultérieurement donné le nom de Theia, qui entre en collision avec la Terre.
Donc voilà, il propose qu'il y a 4,53 milliards d'années, donc quelques dizaines de millions d'années après la formation de l'ensemble du système solaire, c'est comme ça que s'est formée la Lune. Alors il y a eu beaucoup d'autres représentations de comment cette collision avait pu se passer. Et à l'heure actuelle, c'est vraiment l'hypothèse qui a vraiment le plus qui est vraiment la mieux acceptée, qui est rend le mieux compte à l'heure actuelle des observations. Et il y a des modélisations pour montrer à quel point cette collision, cet impact géant était quelque chose d'absolument énorme. Et je vais vous montrer là une modélisation et on voit que toute la surface de la Terre est fondue, vaporisée, que la Lune elle-même est vaporisée, qu'on a une espèce de nuage monstrueux. Et là, on comprend à quel point ces collisions, c'était quelque chose d'absolument énorme. Voilà. Il ne reste plus rien. Alors, cet objet s'appelle une synestia, qui est cette espèce d'objet hybride dans lequel il y a à la fois la Terre, la Lune, qui va se former. Et on comprend bien pourquoi il n'y a plus d'eau à la surface de la Terre, plus d'eau à la surface de la Lune. Comment le noyau de la Lune, le métal qui était dans la Lune, a pu couler au centre de la Terre pour venir grossir le noyau de la Terre, et la Lune n'a plus de noyau. On voit bien qu'il s'agit vraiment d'un phénomène tout à fait gigantesque. Ce qui explique aussi cette hypothèse de l'impact géant assez bien, c'est l'identité de signature isotopique entre la Terre et la Lune. Alors, je pense que beaucoup de personnes qui sont dans cette salle ont une idée de ce que sont les différents isotopes d'un même noyau, mais je vais quand même faire un petit rappel pour ceux qui éventuellement ne sauraient pas. Ici, on a des noyaux atomiques qui sont représentés et on représente sur l'axe des X le nombre de neutrons dans un noyau et sur l'axe des Y le nombre de protons. Si on change le nombre de neutrons dans un noyau, on va changer sa masse, mais on ne va pas changer ses propriétés chimiques parce que les propriétés chimiques, elles sont liées au cortège électronique et le cortège électronique, il dépend du nombre de protons du noyau pour que le noyau soit neutre. C'est pour ça qu'on a du carbone 12, du carbone 13 et même du carbone 14 qui n'est pas représenté ici, mais qui est radioactif. Et ça, vous en avez tous entendu parler. Les éléments radioactifs sont ceux qui sont instables parce qu'ils ont soit trop de neutrons, soit trop de protons dans leur noyau en proportion. Et de la même manière qu'on a du carbone, donc avec 6 protons, 6 neutrons, ou 6 protons, 7 neutrons, on peut avoir de l'azote 14, de l'azote 15, mais surtout l'élément qui m'intéresse, c'est l'oxygène, et on peut avoir plusieurs variétés d'oxygène avec le même nombre de protons et de neutrons, mais un neutron excédentaire ou 2 neutrons excédentaires. Alors pourquoi ça m'intéresse? C'est parce que l'oxygène, c'est vraiment l'élément chimique dominant des roches. Ça représente pratiquement la moitié en masse des roches. Et que les proportions de ces différents atomes, normalement, sont fixées. Mais quand on change de corps, c'est ce qu'on représente sur ce diagramme ici. Donc ici, on représente en gros l'excès d'oxygène 17 par rapport à l'excès d'oxygène 18 comparé à l'oxygène 16. Alors, je ne veux pas du tout rentrer dans ce détail-là, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que toutes les roches de la Terre sont forcément sur cette droite de pente 1,5, c'est-à-dire que l'excès d'oxygène 17, il est égal à la moitié de l'excès d'oxygène 18. Donc, toutes les roches de la Terre se trouvent là, et dans les météorites, il se trouve qu'on trouve des corps qui ont une origine différente et qui ont des signatures isotopiques qui sont différentes. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Lune, c'est le corps, pas le seul, mais c'est le corps qui a exactement la même signature isotopique que celui de la Terre. Donc ça indique qu'on a une origine commune pour tous ces objets-là. Donc c'est aussi pour expliquer cette propriété vraiment très proche de la Lune, parce que si Theia venait d'ailleurs, il n'y avait aucune raison que les deux aient vraiment la même signature isotopique. Simplement, si les deux objets se sont intimement mélangés, c'est ce qu'on a vu dans cette hypothèse de la synestia, on comprend bien comment les deux vont pouvoir avoir la même signature isotopique. Et puis une chose qui est intéressante aussi quand on parle d'isotopes, c'est que ça permet de dater les roches. C'est ce qu'on appelle les méthodes de la radiochronométrie. C'est-à-dire que si on a un isotope qui est plus loin, qui est instable, il va avoir tendance à décroître. Et cette décroissance, c'est comme une horloge, parce que en fait, statistiquement, c'est la moitié des atomes qui sont instables qui vont décroître en un certain temps. Et donc, si je prends un isotope pair dont la période ou la demi-vie est T, au bout de 2T, j'en aurai la moitié, au bout de 3T, j'en aurai la moitié, au bout de 4T, etc. Donc, cette quantité va décroître et inversement, évidemment, l'isotope fils va grandir.
donc de manière proportionnelle. Donc si je suis capable de savoir combien il y en avait de l'isotopes pairs ou combien il y avait de l'isotopes fils au départ et de connaître les caractéristiques du noyau, je vais pouvoir faire des datations des roches, évidemment. C'est ce qu'on a pu faire sur les roches de la Lune. Alors la personne qui a vraiment le plus été à la pointe de ces recherches, de ces analyses isotopiques, c'est Jerry Wasserburg, qui n'a pas eu le prix Nobel parce qu'en géologie, il n'y a pas de prix Nobel, qui avait quand même appelé son labo The Lunatic Asylum. Alors ça veut dire l'asile de fous. Parce que lunatique en anglais, ça veut dire fou, comme c'est le second mot enfin c'est aussi le sens du mot lunatique en français. Donc il avait appelé son labo l'asile de fous, et il a été vraiment l'un des premiers à déterminer l'âge des roches de la Lune. Et il va d'ailleurs proposer que les roches de la Lune qu'ils vont analyser ont toutes de l'ordre de 4 milliards d'années, et il va proposer qu'il y a eu un grand bombardement qui a fondu la surface de la Lune à ce moment-là. Et donc, on va dater, bien sûr, les roches qui correspondent à ces différents terrains. Donc, sans surprise, l'âge des terrains qui sont les moins cratérisés, c'est 3 milliards d'années, et l'âge des 3 milliards 1 d'années, et l'âge des terrains qui sont plus cratérisés, c'est 3,5 milliards d'années. Alors, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre, grâce à ça, de reprendre ces échelles relatives qu'on avait établies simplement sur la base d'identité de cratères et d'affecter des vrais âges en milliards d'années ici, qui sont représentés ici, et donc d'avoir une vraie chronologie des terrains, de la géologie de la Lune. Et évidemment, moyennant quand même un certain nombre d'hypothèses, on va être capable d'adapter ça à la planète Mars, et donc d'avoir une géologie avec des âges absolus qui ne sont pas d'une précision fantastique, parce que c'est quand même des données lunaires qu'on réadapte à la planète Mars, mais on est capable de faire une échelle stratigraphique de la planète Mars. Et puis on est capable d'avoir une courbe du nombre de cratères sur une surface, du nombre absolu alors de cratères d'une certaine taille, là plus grand que 4 km, sur chaque surface en fonction de son âge. Et cette courbe-là, c'est de nouveau Bill Hartmann qui est à l'origine de ce travail, et ça va nous permettre de dater une surface de manière quasiment absolue. Et puis Wasserburg, on avait effectivement parlé, il propose qu'il y a eu un grand bombardement tardif, puisque la plupart des roches ont cet âge apparent ici, et donc de l'ordre de 4 milliards d'années. Il propose que c'est l'âge de tous les grands bassins d'impact qu'on va voir à la surface des corps. Et donc on a eu une évolution en fait, des impacts qui est comme ça, c'est-à-dire un grand pic d'impact à ce moment-là. Donc c'est ce qu'on appelle l'hypothèse du grand bombardement tardif. Et en plus, les modèles, dits modèles de Nice, qui parlent de la formation du système solaire, ont proposé une explication à ce phénomène en disant que quand Jupiter et Saturne sont rentrés vers l'intérieur du système solaire, ils ont déclenché un orage gravitationnel en quelque sorte, et il y a des corps qui se sont baladés absolument partout hors de leurs orbites, et donc ça serait l'explication de ce phénomène. Et grâce à cette explication, ce phénomène a été vraiment considéré comme acquis. En réalité, si on y regarde de plus près, ce n'est pas parce qu'on a un modèle qui permet de l'expliquer que ça démontre que c'est ce qui s'est passé, et on peut tout aussi bien faire passer une courbe comme ça, et à l'heure actuelle, on est vraiment bien incapable. Ce qui nous manque, c'est vraiment beaucoup plus de roches datées dans des terrains beaucoup plus jeunes, éventuellement dans des terrains beaucoup plus anciens. Donc l'idée, c'est qu'on va y retourner. Là, il y a toutes les missions qui sont allées sur la Lune depuis les missions Apollo, sauf qu'il manque la dernière mission chinoise. Et bien sûr, il y a tous ces projets de retourner sur la Lune. Pierre Thomas va vous expliquer tout ce qu'on ne sait pas encore sur la Lune. C'est demain, voilà, et les raisons pour lesquelles il faut en retourner pour connaître bien mieux la géologie de la Lune. Et voilà, je vous remercie.